Salut tout le monde, c'est Shinji, on se retrouve pour la seconde vidéo du focus sur Knave seconde édition. Donc on va parler de la conception de personnages. Vous connaissez déjà les 6 caractéristiques: force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse, charisme. Il y a des modifications qui ont été faites et des modifications que je juge très intéressantes. Donc on va pouvoir explorer ça et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Déjà la force permet de faire les tests d'attaque et aussi des tests qui demandent de la force comme la manutention, voilà, ou encore la capacité de grimper, c'est normal. Donc quand on parle des bonus de tests d'attaque, on parle du fait de pouvoir mieux toucher. Donc la force, c'est pour toucher mieux aux attaques au corps à corps, et la sagesse, c'est pour toucher avec les attaques à distance qui remplacent la dextérité. J'expliquerai pourquoi quand on arrivera sur la sagesse. Ensuite, la dextérité, c'est pour aider pour les tests qui requièrent de l'agilité, des réflexes comme l'esquive, euh, la discrétion, le pickpocketage, donc la filouterie, l'escamotage, etc. etc. Alors, à la différence de certains autres jeux système des 20, la dextérité ne fonctionne plus en tant que bonus pour augmenter la classe d'armure. Ce qui augmente la classe d'armure et la valeur d'armure au passage, c'est les pièces d'armure. Voilà. Donc ça, c'est un point qu'on pourrait trouver bien ou pas bien. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein. Maintenant que j'ai revérifié les règles, quand même un petit peu, rajouter la dextérité pour la classe d'armure, je comprends aussi pourquoi ça peut être problématique, mais c'est pas si problématique que ça. Je préfère l'explorer qu'on va parler dans la section des armes et des armures. Bref, la constitution, là c'est une caractéristique qui est plus importante qu'avant, puisque ce jeu est un jeu OSR d'aventure, d'action-aventure, où vous allez pouvoir faire fortune et aller sur le chemin de l'aventure pour ramener des choses à la base. Parce que l'argent et la valeur monétaire que vous vous faites en vendant des objets dans le donjon dans lequel vous êtes sorti, c'est ça qui vous donne des points d'expérience en fait. Donc, c'est un truc qui se rapproche assez de Shadow Dark sur ce point-là, sur le système d'encombrement. En gros, le système d'encombrement, pas mal de petits objets peuvent composer une pile, ça prend un emplacement. Un objet qui est souvent une arme à une main ou un objet qui se tient aisément à une main, c'est un emplacement. Et un objet qui est lourd ou qui se manie à deux mains, c'est deux emplacements que ça utilise. Gardez cette notion en tête. Donc, la constitution te permet d'ajouter 10 plus constitution permet de vous dire très exactement combien d'objets vous pouvez avoir, mais aussi combien de blessures que vous pouvez endurer avant de mourir. En gros, il y a un système de blessures légères et de blessures graves. Vos HP ou vos PV, c'est les blessures légères. C'est-à-dire que vous êtes blessé, vous mangez, vous soufflez un peu, vous abandonnez les blessures, c'est bon, vous retournez vite sur vos pieds. Par contre, quand vous subissez des blessures, bah, du coup, chaque emplacement que vous avez correspond à un point de blessure. Vous allez rayer le truc parce que c'est endommagé. Si votre blessure a comment dire ça, si votre blessure a été sur un endroit où vous avez un objet, cet objet tombe au sol. Vous n'êtes pas des héros. La logique du No Retreat No Surrender n'a pas à s'appliquer dans ce jeu. Il n'y a pas de marche ou crève. S'il y a un combat qui est inévitable, il est inévitable. Mais si vous vous retrouvez en surnombre, ah, c'est pas le meneur de jeu qui a fait quelque chose qui était pas assez équilibré. Je rappelle que l'équilibre n'existe pas dans le jeu de rôle, notamment le jeu de rôle action-aventure. Les meneurs de jeu sont censés, dans un jeu asymétrique, simuler l'adversité, et il est censé vous donner des péripéties qui sont surmontables. C'est pas une question de équilibré ou pas équilibré. Bon, ceci étant dit, l'autre chose à quoi sert la Constitution, évidemment, c'est résister aux effets de l'environnement, comme le froid, la chaleur, résister aux maladies ou aux poisons, c'est la Constitution. Ensuite, l'intelligence, ça permet
d'ajouter des bonus à la ruse, le crochetage, ensuite l'alchimie, etc., etc. Mais je voudrais rajouter quelque chose en plus, puisque la logique de la logistique dans ce type de jeu-là est très importante. Comme l'intelligence reflète le méthodisme, si vous avez un personnage qui fait de la cuisine, je pense que la caractéristique qui peut lui donner le petit coup de pouce, c'est l'intelligence. Voilà. Et ça permet aussi d'indiquer par le score, puisque ce n'est pas non plus comme les autres systèmes des vins. Après, je dis ça, mais tous les systèmes des vins sont déjà passés à autre chose. Il n'y a que Donjons et Dragons qui persiste à avoir une caractéristique et le modificateur. Tu vires le score de caractéristique, tu gardes le modificateur et c'est la chose qui va te permettre, dans le cas de l'intelligence, de savoir combien de sorts tu peux lancer par jour. À la création, quand tu as un modificateur positif d'intelligence, on te donne obligatoirement un nombre de livres de sorts équivalent à ton score d'intelligence. Un livre de sorts te donne accès à un sort qui, dans le système de magie de Knave, est adaptatif, c'est-à-dire qu'il s'adapte à ta caractéristique d'intelligence. Donc plus tu as de l'intelligence, plus tu vas faire des choses fortes ou variées, mais tu ne peux utiliser qu'un seul livre de sorts par jour. Ce qui fait qu'on a un système d'intelligence et plutôt un système de magie qui a une forme de révérence dans la magie que je trouve très agréable. Voilà. Ensuite, la sagesse. Alors la sagesse au sens littéral comme nous on l'entend, devrait être sur l'intelligence. On va dire c'est le gros fumble de Donjons et Dragons depuis des générations. C'est que ce qui fait office de sagesse au sens littéral, c'est l'intelligence. Ce qu'on appelle la sagesse dans Donjons et Dragons, c'est ce qu'on devrait plutôt appeler la conscience. La conscience de soi à l'échelle métaphysique, mais aussi la conscience de l'environnement. C'est pour ça qu'on considère que c'est soi-disant la caractéristique du ranger et que comme c'est une forme de perception, c'est pour ça que les attaques à distance se retrouvent sur la sagesse et non plus sur la dextérité. Voilà. Donc, la sagesse a quand même pas mal de choses intéressantes et qui permettent d'ouvrir pas mal d'éventails puisque ça permet de résister au sort, de faire de la navigation, de faire de la cueillette et essayer de trouver certains trucs dans la nature ou en quelque part, et aussi qui fait office de volonté et de test de perception. Voilà. Donc on est quand même sur une caractéristique qui est quand même très très intéressante. Et ensuite on a le charisme qui permet de choisir, en fait, de traiter toutes les interactions sociales, ce qui veut dire que l'intimidation ne se fait plus avec la force par rapport au système des vins, évidemment, mais toutes les interactions sociales de quelque forme que ce soit, se fait avec le charisme. Mais il n'est pas en reste puisqu'il a une autre fonction. Le score de charisme te permet d'indiquer le nombre de compagnons que tu peux avoir, mais aussi le nombre de bénédictions de patrons que tu peux stacker sur toi. Alors, petite mention, c'est quoi la différence? Un compagnon, c'est un personnage qui a un système de fonctionnement dans les PV qui est similaire au tien et pas au stat block des PNJ. Donc par exemple, s'il arrive à 0 PV, il ne meurt pas. Il va stacker des blessures à peu près comme toi. C'est ça le système de compagnon. Un compagnon, il a le même profil qu'un personnage à la création. Sans le gain des objets et s'il a un métier qu'il exerce, ok, patati patata. Mais ça, c'est quelque chose qui peut varier en fonction du type de compagnon. Parce que ça regroupe évidemment les compagnons animaux, les compagnons spéciaux et les compagnons humanoïdes aussi. Voilà. Ensuite, les bénédictions. Les bénédictions divines, tu peux en avoir une chier. En fait, c'est juste que au lever du jour, tu devras décider quelle bénédiction tu décides d'avoir. Sauf que le système de reliques est un système qui n'est pas aussi explicité que le système de magie normal. Donc pourquoi ça a été fait comme ça? C'est parce qu'en fait, le créateur a voulu que les meneurs de jeu prennent vraiment plus d'importance dans la manière d'exercer le traitement du patron, en fait.
Et je suis tout à fait d'accord là-dessus. La manière dont les patrons sont faits, que j'ai vu, que ce soit dans les actual play ou dans d'autres parties, c'est vrai que j'ai pas trouvé ça très poussé ou très concluant. Donc je comprends tout à fait d'où vient en fait cette réflexion-là. Puisque en fait on pourrait traiter la magie divine différemment de la magie des livres, qu'on pourrait appeler magie arcanique si on en a envie. La magie arcanique, tu as un livre, tu peux utiliser un livre par jour, tu peux utiliser le nombre de sorts par jour équivalent à ton score d'intelligence. Le charisme, il te permet de pouvoir utiliser possiblement la magie divine si tu as accès à des sorts, sauf que la caractéristique clé pour progresser ne sera certainement pas l'intelligence, mais plutôt le charisme. Et en plus de ça, tu peux avoir par exemple une icône divine, ou ce qu'on appelle une relique, pour pouvoir en fait avoir peut-être un passif, avoir une propriété spéciale, ou que ça permet de valider une des bénédictions, ou tu peux tout simplement décider que ton patron donne à ton personnage, enfin à un personnage, un sortilège, et à ce moment-là, en fait, le sortilège, il pourra peut-être l'utiliser un nombre de fois par jour, équivalent, enfin un nombre de sorts divins par jour, équivalent à au score de charisme. La seule chose, c'est que il n'aura peut-être pas la restriction que le mage a. Ou le gars qui est spécialisé en magie arcanique, en fait. Voilà. Donc, voici les 6 caractéristiques. Donc, en gros, vous pouvez commencer en choisissant au hasard des caractéristiques. Donc, vous prenez 3 d 6 et vous scorez les caractéristiques de 1 à 6. Vous lancez les 3 d et vous mettez les points là où ça correspond. Voilà. Alors, moi, je vais donner 3 trucs, un petit peu comme le fait un Ryutama ou un Fabula Ultima. Si vous voulez que votre personnage soit engagé dans une caractéristique, vous mettez les 3 points. Si vous voulez vous spécialiser, vous mettez 2 points dans la caractéristique que vous jugez importante et ensuite 1 point dans la caractéristique que vous jugez importante après celle-là, ou vous décidez de partir en mettant 3 points de caractéristiques différemment. Je le rappelle, ce qui va faire la grandeur du geste, ce qui va faciliter le résultat d'un test, c'est votre expertise. C'est pas le gain donné à vos caractéristiques. Voilà. Bien. Ensuite, vous allez devoir enregistrer les caractéristiques. Donc, c'est fait. Ensuite, les caractères secondaires. Donc, par exemple, le nombre d'emplacements que vous avez, c'est 10 plus la constitution. Et ensuite, vous commencez avec un des 6 pour un test. Alors, ce n'est pas comme les autres jeux. Je suis obligé de faire la comparaison. Ne mettez pas 6 systématiquement à vos personnages joueurs. C'est hasardeux et c'est normal. C'est pour montrer en fait, comment dire ça, le caractère aléatoire et le fait que les personnages soient de basse extraction. Et surtout, ça va être important pour les résultats à venir. Donc ne vous embêtez pas trop avec ça. N'imposez pas automatiquement 6 comme résultat. Les joueurs pourraient chialer en mode oui, mais regarde la quantité de PV que j'ai gagné un seul HP. Vos HP au total, c'est vos PV plus les blessures que vous avez. C'est-à-dire que par exemple, s'il lance 1 et puis sur un D6 il a fait 1, ça veut dire qu'il n'a pas un point de vie, ça veut dire qu'il en a 11. Et possiblement 11 plus le modificateur de constitution puisque la constitution aide. Voilà. Et puis ensuite pour les carrières, donc vous allez choisir 2 carrières, c'est le système de classe. Il en existe une chier. Je vais vous montrer ça s'il y a la possibilité, puisque ça serait bien de vous montrer le nombre de sélections. Je dézoome, voilà. Vous pouvez faire pause. Voilà. Donc, vous en avez une chier. Je vais zoomer un peu. Et c'est pour ça que je parlais de gains. C'est parce que c'est pas systématiquement des objets. Voilà. Donc ça, c'est la première liste. Et là, c'est bon. Vous avez l'intégralité des trucs. Vous n'hésiterez pas à faire pause. Voilà. Donc, chaque carrière va vous donner 3 trucs, 3 gains différents. Voilà. Pour un total de 6.
Et en plus de ça, vous allez lancer 3d6 fois 10 pièces, plus 2 torches, plus, je crois, 2 rations, plus une pièce d'armure si vous avez besoin d'une armure, plus un nombre de livres de magie équivalent à votre score d'intelligence, plus possiblement comment dire ça, une arme qui va correspondre à vos talents. Si par exemple vous avez mis un point par exemple en sagesse et un point en force, vous pouvez très bien avoir une arme à distance, une arme au corps à corps, et puis l'arme à distance, vous mettez le stack d'emplacement que possible. Après, comme vous avez vu pour le cas du charisme par exemple, on pourrait se dire oui, mais le charisme faisait énormément de choses qui sont puissantes et utiles. À la création, tu n'as pas de bénédiction et est-ce que tu peux commencer avec un compagnon? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire au meneur de jeu, si il a des points pour avoir des compagnons, autorisez-lui un compagnon qui est cohérent avec sa carrière. Voilà, aussi simple que ça. C'est pas tricher. Le problème avec les personnages qui auront du charisme, c'est qu'il vaut mieux leur donner des compagnons plutôt que de ne rien leur donner, ou plutôt que de donner une bénédiction, ou un pouvoir magique divin, etc., etc. Vous pouvez le faire, mais vous devez toujours vous poser la question, toutes les caractéristiques se valent, mais la pertinence d'application, plus la pertinence d'application est, on va dire, directe, plus il faut se questionner de est-ce que c'est une bonne chose de pouvoir le faire ou pas. Pour les objets, par exemple, bon, c'est pas trop compliqué, hein. Par exemple, pour les objets, tous les personnages en moyenne, tu enlèves les 6 gains des carrières, tu gagnes 2 torches, 3d6 fois 10 pièces, 15 mètres de corde, 2 rations, une pièce d'armure. Si vous avez par exemple un modificateur de force, donnez une arme de corps à corps, sagesse, une à distance et une pièce d'armure pour pouvoir gérer. Mais si vous vous souvenez, vos emplacements, c'est 10 plus constitution. Avec les 2 carrières, ça fait déjà 6 objets. Plus ce que je viens de citer là. Et en plus, si c'est un objet à 2 mains que vous allez donner à votre personnage, ça veut dire aussi que vous allez devoir prendre 2 emplacements pour mettre l'objet. Est-ce que ce n'est pas beaucoup? La réponse évidemment c'est oui. C'est beaucoup. Vous allez devoir faire des choix et l'excédent que vous ne prenez pas, vous allez le récupérer sous forme d'argent. 500 pièces remplissent un point d'encombrement. En sachant que tu commences déjà avec des gains au début, c'est tout à fait normal. Et puis surtout, que les joueurs qui s'intéressent à CNEM ne soient pas trop désespérés, puisqu'en fait, l'argent que vous allez avoir à la création, pour ce que vous n'avez pas pris, vous pourrez l'utiliser ailleurs. Une mule, c'est 50 pièces. C'est un peu... Si on sait qu'est-ce qu'une mule à peu près, on se dit ouais, ils exagèrent quand même, mais je suis sûr qu'ils l'ont fait parce que c'était accessible. Une mule, 50 pièces, c'est une créature, elle est assez courageuse. Si c'est comme dans certains jeux de Medieval Fantasy, à la différence des chevaux, ils vont pas vouloir vous suivre dans les donjons alors que les mules, oui, parce que ce sont soit des poneys, soit ça sont des vraies mules, donc des ânes. Et en plus, ils ont 50 emplacements. Donc, voilà. C'est juste que vous, par rapport aux gains qui sont donnés, comme c'est des espèces de chèques en blanc, vous allez devoir faire des choix. Voilà. Alors, petite mention quand même par rapport à la pièce d'armure qui est fournie. La pièce d'armure qui est fournie, on peut, comme l'excédent que tu peux pas avoir, tu le restitues sous forme d'argent. Meneur de jeu, évidemment, si les joueurs vont essayer de connaître le jeu ou ils connaissent le jeu, ils vont probablement prendre la pièce d'équipement qui est la plus chère et dire « Ah oui, j'ai gagné 500 pièces d'or ». Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui sont venus se plaindre qu'on ne peut pas avoir une valeur d'armure, un ensemble d'armure à la création. Le calcul de la monnaie du jeu et des pièces d'équipement du jeu est fait exprès pour que tu ne puisses pas avoir une armure au début. Il n'y a pas de bonus de dextérité qui donne de la classe d'armure. J'étais pas sûr. J'ai vérifié plusieurs fois. Tu n'as pas de bonus de classe d'armure ou de valeur d'armure donné aux caractéristiques.
On va explorer ça dans l'avant-dernière vidéo où je parle des règles personnelles ou des modifications de règles. Ok? Mais en attendant, ce qui va déterminer votre classe d'armure, au début, c'est les armures. Vous êtes des clampins de base, vous n'êtes pas des héros. Donc, réfléchissez à 2 fois avant de vous délester de la pièce d'armure, mais c'est possible que vous puissiez l'enlever. Et surtout, si vous avez accès à des sorts, donc des livres de sorts, ne rejetez jamais un livre de sorts qui vous est donné. Par défaut, pour trouver des livres de sorts, il n'y a pas de magasin d'objets magiques. Si vous êtes meneur de jeu, n'inventez pas de magasin d'objets magiques. Par défaut, dans le monde dans lequel évoluent les personnages par défaut selon le setting, on est d'accord que tous ceux qui ont de l'intelligence en positif peuvent utiliser de la magie. Ce qui veut dire que l'appel de l'offre et de la demande fait que, comme tout le monde a le potentiel de pouvoir manier la magie, mais qu'il ne faut pas 30 années d'études, et que de l'autre côté, les livres, c'est un truc limité, on ne trouve les livres que dans la nature, que dans les mains de certains mages qui sont décédés, dans des coffres à trésors, dans des donjons, c'est normal. Donc quand à la création vous avez un livre, vous préférez prendre le livre. Et après avoir fait tout ça, vous allez calculer la valeur d'armure. Donc c'est simple, hein. Chaque pièce d'armure te donne un point d'armure et un point de classe d'armure et un point de valeur d'armure. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas ces systèmes, la classe d'armure c'est ta capacité à parer et à esquiver. Ensuite, la valeur d'armure, ou les points d'armure comme ils les appellent dans le jeu, c'est la réduction de dommages. Pour calculer la valeur d'armure, il faut tout simplement, ou les points d'armure, c'est tout simplement la caractéristique de classe d'armure moins 11. Et la classe d'armure, comment il se calcule, c'est 11 plus le nombre de points d'armure. On ne peut pas avoir plus de 7 points d'armure donnés par un équipement. Voilà. Et ainsi, c'est bon, vous rajoutez les touches et c'est fini. Donc ça, c'est pour créer un personnage. Ensuite, pour créer en fait un personnage non joueur, là, je pense qu'on va rebasculer sur le PDF et on va voir ça ensemble. Voilà, tac tac. Et voilà. Donc c'est simple. Créer une créature, ça faisait aussi partie des objections. Il y a des gens, ils chialaient parce que, oui, il n'y a pas certaines créatures et que les gars ont dû faire une sélection. Quoi de plus normal? Imagine que tu as plusieurs entrées de créatures, tu penses que franchement que tu vas faire toutes les créatures et que les personnes vont être dans votre tête. Alors, petite parenthèse sur les tables aléatoires, au cas où les gens n'ont pas compris comment fonctionne une table aléatoire. Une table aléatoire est articulée autour d'un sujet. Le truc, c'est que 100 propositions, c'est déjà beaucoup. Tu ne peux pas tout mettre, mais c'est déjà beaucoup. Si tu commences à mettre plusieurs tables aléatoires sur le même sujet, ah ben, tu vas devoir croiser des tables. Et puis en fait, il y a des éléments dans la table 1 qui seront plus intéressants que la table 2 ou 3. Quel est l'intérêt de faire plusieurs tables sur le même sujet? C'est pour ça qu'on ne voit pas plusieurs tables aléatoires sur le même sujet. Voilà, ça c'est pour aider pour les gens qui n'ont pas compris. Mais créer une créature, effectivement, c'est très bizarre, mais les créatures qui sont données dans cette liste-là ne sont pas tous présentes. En fait, c'est des exemples. Donc pourquoi avoir donné certaines créatures avec des profils et d'autres, tu vas devoir les créer? Encore une fois, je pense que c'est la partie où les gens qui connaissent déjà des jeux qui sont crunchy, des jeux du commerce en système des vins, pour pouvoir créer une créature. Mais avec ce système de création, non seulement c'est facile de créer une créature et de l'adapter, mais en plus de ça, il y a moyen qu'avec une seule créature, on peut en faire 5 interprétations différentes. Et pas changer 5 interprétations en mode l'archer gobelin, le mage gobelin, le chaman gobelin. Non, il y a des créatures, tu pourras en faire des variantes très très différentes, ce qui est intéressante. Donc comment on crée un personnage? Ben, c'est simple. Vous gérez la classe d'armure tout en sachant que
quand vous créez une créature, la classe d'armure et la valeur d'armure, vous pouvez les gérer avec un ratio différent. Par exemple, un monstre de grande taille aura une classe d'armure plus petite, mais aura peut-être une valeur d'armure plus grande. Et inversement. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? Donc, c'est pas trop compliqué. Ensuite, vous avez le système de points de vie. Donc, les points de vie, on explique. Hein. Tu multiplies par 4 le niveau, ou tu lances un nombre de D8 équivalent au niveau. Pour créer des créatures uniques, je pense que c'est plus intéressant de lancer les dés, et le multiplicatif par 4, il est assez stable en soi. Parce que, par exemple, 4 x 4, 16, une bonne partie des monstres en moyenne sont au niveau 4, qui commencent à être intéressants. Donc, on est quand même sur un truc assez équilibré. Et les caractéristiques, ce qui est intéressant, c'est qu'ils agissent en tant que substitut des caractéristiques et de l'expertise. Et le système est facile à appréhender. Imaginons, vous avez une créature qui est au niveau 4. Elle est douée au combat. Donc du coup, tu ajoutes le niveau en tant que bonus d'attaque. Et s'il se bat, ben, tu mets 4 points à son résultat. Il se bat à un niveau moyen, ben, il doit 2. S'il n'est pas très doué pour le combat, c'est à 1. Imaginons que c'est un lanceur de sorts, ou qu'il a, par exemple un test qui est lié à sa magie, et qu'il a peut-être même des sorts innés. Ben, il est au niveau 4. Au niveau 4, tu rajoutes 4 points au résultat. Si jamais il se débrouille plus ou moins bien, c'est 2 points. Il ne maîtrise pas, c'est 1 point. Et tu appliques ça comme si c'était le système des caractéristiques. Et aussi, c'est le niveau de la créature qui va se substituer à l'efficacité d'un sort qui est connu dans la liste. Très facile à comprendre. Ensuite, pour les attaques, tu as un nombre d'attaques et des attaques différentes. Moi, je pense qu'ils ont mis un nombre d'attaques parce que, par exemple, vous verrez que certaines créatures ont plusieurs attaques. C'est sûrement pour essayer de créer un pattern. Un peu comme si, en fait, il ne va pas forcément faire toutes les attaques différemment. Par exemple, imaginons, je sais pas moi, vous avez un hippogriffe. Ben, l'hippogriffe, il va griffer avec ses pattes avant. Et puis, en fait, il va enchaîner, il va taper en faisant une ruade avec ses pattes arrière. Et que par exemple, je sais pas moi, les griffes, ça fait des dégâts tranchants, et puis en fait, le derrière, bah, c'est les dégâts contondants. C'est un peu comme ça que ça se gère. Très facile à faire. Ça se rapproche un peu du système d'OSE ou de Shadow Dark, donc on est en terrain connu. Si vous avez du contenu Old School Essentials ou Shadow Dark, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, les mouvements. Donc, on te dit entre 30 et 40 pieds. C'est le déplacement que vous allez gérer. Hein. Donc, on est vraiment avec un rapport de déplacement que vous allez pouvoir gérer. Là, c'est écrit en pied, mais évidemment, moi, j'utilise le système métrique. Je fais la conversion via Google, ou bien si je connais bien les créatures, comme par exemple, moi, j'utilise la database de Pathfinder 1. Ben, en me basant sur la database de Pathfinder 1 pour une créature connue qui existe dans la liste, du coup, je me fais pas trop chier, en fait. Et ensuite, vous avez le moral, c'est la bravoure du personnage, et puis en fait, c'est probablement qu'au fur et à mesure que des créatures finissent par diminuer, ils peuvent finir par s'enfuir. Moi, j'aime bien cette logique-là qui est présente dans pas mal de jeux, où il y a des fois une force du nombre qui se présente, et que tu sais que parfois, il n'y a pas de porte de sortie. Tu dois casser la gueule au boss en premier, ou à plusieurs monstres pour commencer à décourager les autres. Parce que, encore une fois, le jeu de rôle est un jeu asymétrique. Les rencontres sont censées être surmontables et pas censées être, équilibrées entre guillemets. Alors il faut savoir que même les morts vivants possèdent, et les constructs possèdent des résistances parfois plus élevées. On te dit entre 2 et 12, mais ils ont une résistance bien plus élevée. Et ensuite, il y a le nombre d'apparitions, c'est très simple. L'apparition, c'est en mode quand c'est en dehors des parenthèses, c'est dans les donjons. Et quand c'est entre parenthèses, c'est en extérieur. Donc je vous montre certains monstres du casting. Vous voyez, par exemple, là, on a un bandit, on a un beholder ici. La créature que je déteste le plus esthétiquement de la création, voilà, on va pas se le cacher. Un dragon, voilà, niveau plutôt intéressant, voilà, pas mal de PV. Vous avez vu, on n'est pas dans des
Par exemple, là, vous voyez, on lui a mis une classe d'armure de 20, mais il n'a pas de valeur d'armure pour autant. Donc c'est un bon moyen d'équilibrer les choses aussi. Vous voyez, même un dragon, on peut l'équilibrer. Par exemple, je pourrais faire en sorte que le dragon, il a 20 HP, mais qu'il a 4 de valeur d'armure. Parce que un des 4, ça correspond à une dague. Et voir une dague traverser aisément le cœur d'un dragon, ça serait un peu bizarre. Il y a toujours un moyen d'adapter des créatures qui existent de manière différente. C'est pour ça qu'on vous donne 2 listes. Et je trouve que la première liste, elle est plutôt pas mal. Et les monstres qui sont proposés sont intéressants aussi. Et regardez la taille que ça fait. Ça tient sur quelques lignes. La seule, le plus gros texte là, c'est celui-là. C'est le vampire. Voilà. On vous demande pas un exercice de génie. On vous demande vraiment de faire très très attention à ce genre de choses-là. Mais je voudrais vous montrer un petit truc avant qu'on se quitte. Parce que je vous ai montré comment on fait un PJ, un PNJ. Mais il y a aussi un truc. C'est qu'il y a une partie qui s'appelle Recruiting. Et vous voyez, il y a des archétypes. Voilà, vous avez un aventurier valeureux, vous avez un bandit désespéré. Vous pouvez décider que dans le système de carrière, vous prenez des archétypes à la place et l'utiliser à la création. Et après, vous allez me dire, oui, mais comment tu fais ça? C'est simple. Tu prends par exemple, je sais pas moi, tu prends un Evil Sorcerer. Ça veut dire qu'il a les sorcereurs dans les systèmes des 20. Qu'est-ce qui distingue le sorcereur? C'est le fait qu'il ait des pouvoirs innés. Ben, comme il a des pouvoirs innés, ce que tu peux faire, c'est que dans les gains, tu lui donnes un pouvoir inné et tu lui donnes en fait un objet qui est en accord avec son héritage, plus un objet qui est très personnel. Créer une carrière ou créer un archétype, c'est tu mets l'expertise supposée, tu mets 3 gains, et c'est bon, tu peux déjà faire un personnage. Donc cette liste-là, tu peux t'en servir. Je ne croirais pas sur parole quelqu'un qui me dit que dans les carrières, dans les 100 propositions, il n'y en a pas 2 qui l'intéressent. Par contre, s'il a envie, et vous avez envie de mettre un petit peu plus de saveur en ayant des personnages plus illustres, tout en ayant au passage en fait une petite carrière sur les côtés, c'est quelque chose d'envisageable. Ça va pas casser le jeu en fait. Et en plus de ça, on vous explique les suivants, comment ça fonctionne. On explique pour les compagnons, et d'ailleurs on l'explique, hein, les compagnons sont générés comme l'est un personnage joueur. Ils ne font pas de test de morale et se battront avec jusqu'à votre mort. Alors ils disent de leur employeur, mais ça peut être un ami aussi. Ils prennent la moitié du trésor en récompense. Ouais, donc il y a un petit multi-expérience pour les fans de Pokémon. Et en plus, voilà, ils peuvent gagner du niveau au fur et à mesure du temps. Il suit un personnage d'un niveau supérieur au sien. Ensuite, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Et voilà. Et grâce à ça, on a à peu près tout ce qu'on sait pour pouvoir gérer les personnages joueurs et non joueurs. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc on a des propositions, on peut faire un casting, on peut inventer des trucs. Par exemple, j'ai voulu convertir pour le jeu la lame noire, la classe de lame noire de l'univers de Morrowind, de The Elder Scrolls, et j'ai réussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une carrière, ce n'est jamais que 3 gains, une expertise, et, ensuite, par rapport aux possibles gains que vous allez avoir, il faut quand même essayer d'être un minimum vraisemblable. Alors c'est clair que vous n'allez pas avoir, par exemple, vous n'allez pas commencer avec de l'argent en main. Je crois que c'est un des seuls trucs que je ne vois pas présent dans les tables de carrière, c'est l'argent. On ne te donne pas de l'argent directement. Même un noble ne commence pas avec de l'argent directement. Donc vous savez maintenant comment concevoir un personnage. On va se retrouver pour une vidéo beaucoup plus intéressante, puisque là on a parlé des appréhensions qu'il y a eu sur le jeu, là on a parlé de la création,
Là, on va parler un petit peu de la petite charte qui est essentielle et que je pense qui doit être dans tous les livres de jeux de rôle. Je vous dis à demain pour une future vidéo. Salut à tous.